Bien, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle conférence. Je suis ravi de vous accueillir avec un beau plateau et des invités à qui je vais donner la parole dans quelques instants. On a choisi de faire une conférence sur le thème du digital et de l'intelligence artificielle au service des émotions, qui est le thème de ce salon. Avant de commencer, je voulais donner quelques éléments de contexte. J'ai lu une étude récemment là, qui disait qu'on passe en moyenne 5 heures par jour en France devant un écran. Et c'est un temps qui est en constante augmentation. C'est à peu près 30% de notre temps éveillé où on est devant un écran. Il y a un autre chiffre intéressant que je voulais vous partager, c'est qu'on considère que d'ici à 10 ans, 2/3 des interactions que les clients auront avec des marques seront faites avec des machines intelligentes et des robots. Donc ça, c'est un côté des choses. On se digitalise et on parle de plus en plus à des machines. Et pour autant, en face de ça, l'importance qu'on attribue à une relation humaine dans la relation client ne baisse pas. La fidélité des entreprises aux entreprises, le premier critère qui apparaît quand on pose la question au client, la fidélité, elle est liée à l'expérience client. Et l'expérience client, une des définitions qu'on donne souvent, c'est la somme des émotions qu'on a lors de notre parcours client avec une marque. Voilà, donc il y a un paradoxe un petit peu entre ce côté digital, automatique, machine, et puis ce côté humain qu'on attend quand on est client, et on va tenter d'essayer de répondre à ces enjeux. Alors avant de passer la parole et d'interroger nos différents interlocuteurs, je vais vous donner un exemple très concret du digital au service des émotions. Vous pouvez poser vos questions pendant la conférence au travers de l'application, au travers du site evals.fr. Vous mettez le code SRCO, vous tapez votre question et elle s'affichera sur l'écran. Alors pourquoi de l'émotion? J'ai fait le test ce matin, j'ai posé une question pendant la plénière et j'étais un peu content de voir ma question sur l'écran géant lue par tout le monde. Donc voilà, si vous voulez tester et avoir un peu d'émotion, je vous invite à poser des questions. On y répondra au cours de l'intervention ou à l'issue de cette conférence. Alors voilà, le décor est planté. Je suis ravi d'accueillir nos différents invités. Clara Even-Lemarié, qui est directrice digitale et e-commerce chez Vorvec. Et je vais commencer par toi, Clara. Quand on a commencé à parler de cette conférence, tu nous as dit qu'il y avait des enjeux très forts chez Vorvec par rapport à ces sujets du digital notamment et de la relation client à distance. Est-ce que tu peux nous partager ça? Absolument, oui. Bonjour à tous. Un petit préambule sur Vorwerk pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise. Vorwerk, c'est une entreprise allemande. En France, la filiale est basée à Nantes et nous vendons deux produits qui sont Thermomix, un robot de cuisine, et Kobold, un aspirateur, principalement en vente à domicile. Donc la relation client et notamment l'émotion autour de la vente de nos produits aujourd'hui, c'est un sujet majeur, puisque chez nous, chez Vorwerk, on dit souvent l'émotion met en action. Et l'émotion que nos clients peuvent découvrir autour du produit avec le conseiller à la maison, clairement, c'est quelque chose aujourd'hui d'important et d'essentiel dans notamment notre taux de transformation et donc de vente. La deuxième chose, c'est que vous avez vu mon post, vous dites, tiens, digital, dans l'univers de la vente directe, c'est un peu bizarre. Alors effectivement, c'est un peu le sens de la conférence de ce matin, mais parler du digital avec nos clients par le biais de nos conseillers, c'est un de nos principaux enjeux qui se dessine en fait depuis quelques temps et encore plus depuis le confinement. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler davantage sur ce qu'on a pu mettre en œuvre, notamment pour parler du digital via nos conseillers pendant le confinement. La première chose majeure, c'est que si on se remet un tout petit peu à mi-mars, ce qui s'est passé en France, on nous interdit finalement d'aller visiter nos clients à leur domicile. Donc nous, notre business, il s'éteint.
C'est une catastrophe. Aujourd'hui, Vorwerk en France, c'est 8000 conseillers qui sont indépendants, qui ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel. Donc, vous imaginez les conséquences sociales sur nos collaborateurs qui ne sont pas nos salariés. Et c'est un truc très particulier dans la vente directe. Donc, il fallait qu'on imagine quelque chose. Donc, effectivement, cette émotion, mais aussi ce qui se passe autour de nos produits, on l'a travaillé avec la mise en place en quelques jours d'une démonstration virtuelle pour présenter nos produits. L'idée, ce n'était pas de le gérer par un robot ou par une vidéo classique en ligne, mais que nos conseillers puissent organiser en fait, cette démonstration virtuelle via les réseaux sociaux, via WhatsApp, en fait, pour présenter nos produits et garder ce niveau d'émotion avec leurs clients. Ce qui s'est produit a juste été incroyable. En fait, les gens étaient chez eux, sachant pas trop ce qui allait se passer pendant ces jours et ces semaines qui commençaient. Et finalement, avoir un moment à la fois de partage avec un conseiller, mais aussi avec des amis, parce qu'avec WhatsApp, on peut faire une démonstration avec 2 copains qu'on invite et partager un moment sympa autour de la découverte du Thermomix. Et finalement, le conseiller préparait chez lui son repas, alors qu'il a l'habitude de préparer le repas du client. Et puis, en parallèle, le prospect ou le client découvrait des produits tout à fait nouveaux qui lui donnaient plutôt envie dans un contexte où tout le monde se mettait à faire son pain, à fabriquer tout un tas de choses à la maison qu'on avait envie de goûter et de redécouvrir la cuisine avec un nouveau produit. Voilà en préambule ce que je peux déjà vous partager. En tout cas, l'émotion, effectivement, chez nous est forte par le conseiller, mais aussi par les moyens digitaux. Très bien. Et cette démonstration virtuelle, donc vous l'avez mise en place pendant le confinement. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de poursuivre aujourd'hui ? Alors, quand on l'a lancé le 30 mars, on s'est dit on le lance uniquement pendant le confinement et on arrête. Au vu de l'appétence autour de ce nouvel outil pour présenter nos produits, on continue en fait. Déjà parce que c'est un choix d'entreprise, mais c'est aussi une volonté de nos conseillers qui, pour tout un tas de raisons, finalement ne se déplacent plus, gagnent aussi en efficacité, en rapidité. Et bien en fait, effectivement, ça renvoie à un sujet on est en train de créer chez Vorwerk un nouveau parcours client autour de comment je découvre le produit autrement et comment j'accompagne en fait mon client dans une relation plus digitalisée. Donc oui, on continue et on a même des ambitions du coup qui s'accélèrent autour de ça pour 2021. Très bien, merci Clara. Guillaume, je vais poursuivre avec toi. Alors quand on parle d'émotion et du Puy du Fou, on a tout de suite les images des spectacles, de la visite sur le parc. Et c'est vrai que là aussi, quand on parle de digital, on se pose la question quel est l'enjeu et quel est le rôle du digital pour le Puy du Fou. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Bonjour à tous. Oui, l'émotion est au cœur de la stratégie au Puy du Fou. J'espère qu'il y a dans la salle, vous connaissez tous le Puy du Fou. Je ne vais pas parler du Puy du Fou. Ce que je pense, c'est qu'on retient que l'émotion pendant les spectacles. Et ce qui est vraiment important dans la satisfaction des visiteurs, c'est justement de penser le avant et le après. Donc c'est vraiment le rôle du digital, c'est de fluidifier les parcours utilisateurs et de fluidifier la visite de « je pense venir au Puy du Fou » jusqu'à « je rentre chez moi ». Donc on travaille énormément là-dessus en mettant en place des parcours utilisateurs et nous disant quels sont les pain points, les sujets sensibles. Parce que finalement, si on regarde ce qui se passe, le Puy du Fou, via TripAdvisor, a été élu meilleur parc d'Europe, deuxième parc au monde. Donc on peut se dire, bon, finalement, les émotions ne seront que positives au Puy du Fou. Mais non, l'idée, c'est comment on garde un niveau de satisfaction en dehors des spectacles d'une qualité équivalente au spectacle. Donc on réfléchit énormément sur l'accompagnement en avant, sur la vente en ligne, sur l'arrivée sur le parc. Donc on écoute un peu tout ce que les visiteurs nous disent. J'ai du mal à me garer, je ne retrouve pas ma voiture, où sont les toilettes, etc., etc. C'est les choses qui font la différence, parce qu'on va tous, dans le monde du parc et du tourisme, apporter de l'émotion, une émotion différente. Mais ce qui fera la différence, c'est qu'on va les chouchouter de A à Z, de la vente du billet ou du séjour jusqu'au retour. D'accord. Et donc les outils, typiquement sur les exemples que tu citais, j'ai eu du mal à me garer. Quels outils vous utilisez pour avoir ces informations-là ? Alors,
un visiteur, normalement, il peut déjà utiliser Waze, hein, il va retrouver sa voiture, mais un visiteur et un Français digital de 2020 est un feignant. Hein, moi, je prends comme ça. C'est-à-dire qu'on veut avoir tout de suite, très vite, très rapidement, et dans une seule et même application. Donc, concrètement, on est en train de revoir l'application du Puy du Fou pour offrir une nouvelle expérience pour l'ouverture 2021 en avril. Et on va prioriser toutes les demandes et les attentes des visiteurs. Oui, par exemple, un truc hyper important, c'est où sont les toilettes. Je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que j'ai été hyper surpris en écoutant les conversations et les verbatims des visiteurs de ce qui leur manquait sur le parc. Je vous rassure, il y a des toilettes, mais ils ne savent pas où ils sont. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui font la différence. C'est pas que de parler des spectacles, on sait qu'il va y avoir des spectacles. Sur l'outil, on est en train de travailler avec une start-up justement pour de la géolocalisation de sa voiture, mais également parce que ça a été une demande de ses enfants. Parce qu'on a peur de perdre ses enfants sur des parcs. Donc voilà, on est en train de voir comment on peut géocaliser tout ça, en respectant bien évidemment la RGPD, mais en le tournant d'un point de vue serviciel, puisqu'en fait, ça ne sert que ça, l'intelligence artificielle pour moi, c'est un outil pour un outil, on en a parlé en amont, ça ne sert à rien. Si ça répond à un service, alors là, ça donne du sens. Super, merci. Pour continuer sur le thème des outils, Patrice, je vais te passer la parole. Chez Seritech, vous intégrez des outils de gestion de la relation client à distance. En quoi ces outils sont-ils au service de la gestion des émotions ? Bonjour à tous, Patrice, Seritech. Donc, nous, Seritech, nous sommes une société qui intègre des solutions digitale ou intelligence artificielle au service de la relation client. Alors moi je vais me concentrer vraiment sur l'apport de ces outils et de ces solutions au service de la relation client, au service des demandes de vos clients. Donc là j'ai pris un premier exemple qui me paraissait intéressant autour en régie, on a une slide à afficher si possible. Merci. Voilà, un point important, et je vous rejoins tout à l'heure sur ce que vous disiez, c'est sur cet aspect du détail ou vraiment de l'information associée à l'interaction. Et à travers ce slide-là, je voulais montrer en fait que vos clients, vos prospects ont de multiples moyens de vous contacter par Internet, par SMS, par chat, par les réseaux sociaux, et que en fait il y a énormément de données de contexte qui sont associées à ces interactions. Un mail, vous avez le contenu du mail, vous avez l'adresse mail. Un chat, vous avez un numéro de téléphone mobile, un SMS, etc., un compte Facebook. Mais qu'en fait, pour pouvoir, traiter de manière efficace cette interaction, il va falloir associer, à mon sens, beaucoup d'autres données de contexte. Et donc, on les a classifiées en quatre catégories, qui sont le profil de votre client, qui il est, quels sont ses produits, qu'est-ce qu'il a acheté chez vous, son historique de relation client, par exemple, est-ce qu'il a des demandes en cours actuellement, est-ce que par exemple il est satisfait de la relation qu'il a avec vous, donc par exemple conserver l'historique des enquêtes que vous menez auprès de vos clients pour pouvoir vous en servir au moment où ils vous contactent. Un point important aussi de cette contextualisation, c'est l'actualité. Ça peut être l'actualité sanitaire. Nous, on travaille avec les SAMU, par exemple. Il y a un vrai sujet autour de l'actualité, mais l'actualité, les inondations, donc les gens qui travaillent dans l'assurance, ils ont une actualité forte autour des sujets, des intempéries, des accidents, etc. Un point important autour aussi de la contextualisation, ce sont les ressources, bien sûr. De quelles ressources vous disposez au moment où l'interaction se présente? Est-ce que c'est des ressources humaines, des ressources de type intelligence artificielle, donc là je pense aux bots. Et puis aussi le quatrième axe, ce sont les niveaux de service, donc ce que j'appelle les SLA là sur le slide. Quel niveau de service vous souhaitez associer au traitement de cette interaction? Est-ce que sur cette interaction-là, vous êtes en vert et donc vous pouvez, on va dire, déprioriser cette demande, ou alors est-ce que sur cette interaction-là, vous êtes vous êtes dans le rouge, vous êtes critique, et donc vous allez décider de prioriser cette demande. Et donc tous ces outils qu'on va trouver sur le marché, je dirais, doivent d'abord commencer à contextualiser la demande, et ensuite, à partir du moment où on a bien contextualisé la demande, on l'a priorisé, on peut donc l'envoyer vers le bon conseiller
Et donc on va fournir aussi à ce conseiller un certain nombre d'outils, de contextes, qui vont l'aider aussi à traiter l'interaction. Typiquement, alors un sujet très important je vais aborder plusieurs fois, mais c'est le poste de travail. Je pense que c'est un sujet très important d'avoir un bon poste de travail avec l'ensemble de la vision 360. Ce contexte qu'on utilise en amont pour distribuer les interactions, on va aussi l'afficher sur le poste de travail de l'agent pour l'aider à répondre. On va lui proposer des réponses types, on va lui proposer des modèles de réponse. On va même jusqu'à maintenant, via les technologies modernes, authentifier par la voix la personne. Donc vous pouvez, au moment où pendant que la conversation a lieu, et c'est notamment dans les domaines financiers, avec certains clients, on travaille sur ces sujets-là. Au départ, quand la personne commence à s'exprimer, on ne sait pas qui elle est. Elle va se présenter, elle va donner son nom, son prénom, enfin, elle va faire une authentification habituelle. Et puis tout d'un coup, en fonction de la voix, on va enregistrer donc, tout ce qu'il dit et on va pouvoir dire oui, c'est bien monsieur un tel ou madame un tel qui vous appelle. Et donc, on va pouvoir, avec tous ces éléments de contexte, produire un service et donc une émotion positive aussi auprès des interlocuteurs. Et donc tout ça, ça va faire un client, à mon sens, en tout cas, si c'est pas plus, en tout cas un peu plus heureux, ou en tout cas un peu plus dans l'émotion. Voilà. En tout cas, mieux accueilli, si je comprends bien. Voilà, mieux accueilli. Il va avoir toutes les informations dont il a besoin pour se concentrer finalement sur la gestion de l'émotion de la personne avec qui il va être en échange. Ça sous-entend que c'est un changement pour les conseillers d'avoir ces outils à disposition, toutes ces informations. Clara, tu parlais tout à l'heure de l'accompagnement des collaborateurs à ces nouveaux outils. C'est un enjeu qui revient souvent. Alors qu'est-ce que vous faites chez Vorwerk par rapport à l'accompagnement des collaborateurs ? Oui, alors si on reprend l'exemple dont on a parlé tout à l'heure, qui est le lancement en fait de la démonstration virtuelle à distance pour nos conseillers, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On a déjà un volume de conseillers à former qui est colossal. On a 8000 personnes aux quatre coins de la France dans des situations d'accès à la connexion Internet qui est parfois un peu variable. Donc on a un enjeu de formation et d'accompagnement qui est très important. Donc si je vous donne cet exemple de la démonstration virtuelle en mars, finalement on a autant bossé sur la solution que sur comment on va accompagner nos conseillers. Donc il y a effectivement une batterie de formation en fonction du niveau des conseillers et de leur aisance avec les outils digitaux qui se met en place. Donc on avait, pour cet exemple-là, construit tout un module de formation en ligne, mais aussi avec des relais plutôt en one-to-one, en local avec les équipes, où on se faisait des moments de partage et de questions-réponses à distance, puisqu'on ne pouvait pas se voir, mais de façon plus proche. Si je prends ce qui s'est passé, en tout cas au bout de 15 jours, c'est que rapidement, on a des conseillers qui nous ont posé des questions très basiques du type « mais en fait, comment je positionne mon téléphone ? Comment mon téléphone tient ? Parce que là, je le repose simplement sur ma carafe dans ma cuisine en face de mon Thermomix, mais il glisse et pendant la démo, je suis occupée à faire autre chose. » Donc en fait, nous, on avait travaillé notamment sur tout un tas d'éléments de discours, de comment j'aborde la prospection aussi à distance, via téléphone, et puis comment je gère le déroulé de ma démonstration. Et rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait des choses très basiques sur lesquelles on était un peu passé et sur lesquelles on est revenu en fait dans la suite de ce projet. Et puis, une fois que tout ça est bien mis en place, il y a un sujet sur nos conseillers, ils y prennent goût et ils ont envie de devenir encore plus à l'aise avec les outils. Donc, il y a tout un tas de formations et de perfectionnement autour de, finalement, je faisais ma démo sur WhatsApp, mais j'aimerais bien la faire en Facebook Live avec 10, 20, 30 personnes. Ah oui, attention, là, on passe sur un autre format. Tiens, j'aimerais bien finalement pouvoir faire des recettes un peu plus complexes. Ok, donc là, même chose. On travaille sur les formations qui sont finalement des niveaux 2, des niveaux 3 pour accompagner nos conseillers sur plus de perfectionnement. Donc nous, chez Vorwerk, on se dit souvent qu'on est une entreprise qui commercialise des produits, mais qui forme aussi beaucoup nos conseillers de façon permanente. En fait, c'est un sujet qui est au cœur de l'entreprise et qui est même incarné avec un département formation qui est aujourd'hui, ils sont assez nombreux pour pouvoir justement adapter les discours en fonction des conseillers et des managers qui les accompagnent pour apporter les bonnes réponses.
D'accord. Et on parle de discours, et quel degré d'autonomie vous laissez aux équipes? Comment trouver le bon équilibre entre un discours, on va dire, de marque et en même temps un discours adapté à chaque présentation? Alors, on n'est pas dans toutes les maisons pour voir ce qui se passe quand nos conseillers vont visiter leurs clients. Donc, effectivement, la personnalisation chez nous, c'est un sujet important. Malgré tout, il y a un fil conducteur dans tout ce qu'on partage et dans tout ce qu'on présente aux conseillers. L'idée, c'est bien d'avoir en tout cas quelque chose d'assez homogène dans les formations, d'avoir un discours de marque sur notamment des messages forts. Si je prends l'exemple de Thermomix, clairement, on guide les conseillers sur le type de recette à faire chez les clients, parce que l'idée, c'est pas de se lancer dans des choses qui peuvent être complexes ou très longues, parce que les clients, ils n'ont pas non plus 3 heures à passer avec un conseiller. Donc, on accompagne fortement sur des temps à passer sur chaque moment fort de la démonstration, que ce soit la découverte produit, la pratique du produit, mais aussi un moment de partage et de questions-réponses, et puis aussi un moment convivial où on goûte ce qu'on a cuisiné. Après, effectivement, la personnalisation, chacun de nos conseillers est différent. On a des conseillers qui sont parfois en centre-ville, dans des petits appartements où là, il y a un niveau de complexité qui n'est pas facile. Et puis d'autres qui se retrouvent parfois presque en extérieur quand il fait beau, où on leur demande d'accompagner un barbecue qui est en train de se créer à côté parce que nos clients ont invité des copains. Donc oui, forcément, la personnalisation, elle est au cœur de notre quotidien. Et c'est quelque chose qu'on laisse aussi à la liberté de nos conseillers. Très bien. Il ne faudra pas trop prendre d'exemple de barbecue à 12h30, je pense qu'on va perdre du monde. C'est dangereux. Mais du coup, on va passer à toi, Guillaume. Au Puy du Fou, il y a énormément de monde en relation avec les clients, à distance notamment. Comment vous les accompagnez? Comment vous vous organisez pour les accompagner? Alors, avant de les accompagner, il faut se poser la question suivante, c'est est-ce que cet outil est utile? Moi, j'insiste là-dessus, en tout cas avec les équipes. Pourquoi? Parce que pour moi, un outil, il faut respecter différentes choses. L'outil digital ne doit pas être une barrière avec le visiteur. Et souvent, c'est ça qui est un peu contraignant, c'est que du coup, ils ont un outil, mais ils en oublient finalement ce que moi je vais appeler le bon sens et la relation humaine normale. C'est que le digital et la relation, le digital est important, les chatbots, etc. Mais si c'est au détriment de la relation, c'est un vrai problème. Donc ça, c'est pour moi le premier point. Attention à la barrière. Le deuxième point, c'est si on lance un nouvel outil, il faut en fermer un autre. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, vous avez et un Teams, et un Skype, et un chatbot, et un bidule, et un truc, et ainsi. Et ça devient une catastrophe parce que vous aurez beau former tous vos salariés, ils vont vous dire mais attendez, à quoi ça sert? Pourquoi j'ai un Google Drive mais j'ai aussi un disque dur externe où je peux stocker les trucs? Donc c'est aussi la vraie question. Attention à ne pas rajouter un outil si on n'en ferme pas un autre. Enfin, pour moi, c'est primordial et c'est crucial. Une fois qu'on a dit ça, alors là, on va donc trouver une solution qui est au service du visiteur et non pas au service des employés, ou en tout cas, il faut à minima que ça soit au service des visiteurs. J'ai vu ça par le passé dans d'autres expériences professionnelles, c'est qu'on prenait des outils au service des salariés, mais qui pénalisaient le visiteur. Donc oui, de temps en temps, mais il faut qu'il y ait les deux. Et à partir de ce moment-là, alors là, on forme. Alors, comment on fait, nous? C'est quand on met en place un nouvel outil, de manière très concrète, on va sélectionner 2 ou 3 salariés et on va les former. Ils vont servir un peu d'A/B testing en fait, sur l'outil, avec une volonté d'améliorer l'outil. C'est-à-dire que le deal qu'on va faire avec la personne qui va apporter par exemple un chatbot en intelligence artificielle, c'est il y a 3 mois de test avec 5 salariés. Et à l'issue de ce test, on challengera et on optimisera avec donc les référents pour ensuite décliner à tous les salariés. Et l'outil sera présenté et par l'entreprise et par moi ou quelqu'un de mon équipe, mais aussi les gens qui ont testé. Pourquoi? Parce que comme les avis consommateurs, je pense que ce sera plus simple que vos collègues vous présentent un outil que le grand chef du digital ou je ne sais pas qui arrive et vous dise ça sera comme ça. Donc voilà
comment on s'organise. J'ai utilisé cette méthode avant dans mes anciens métiers et je trouve que c'est mieux parce qu'on est dans de la co-construction de l'écoute et on donne vraiment du sens à est-ce que vraiment cet outil est utile, parce que souvent à l'issue des tests on se dit mais non, finalement c'est pas utile, quoi. Voilà. Donc l'implication des collaborateurs aussi dans l'accompagnement. Tu parlais d'outils et de choix d'outils, Patrice, vous qui accompagnez des entreprises chez Seritech dans l'intégration d'outils, comment vous les accompagnez sur ces choix? Alors tout d'abord je voulais juste présenter, peut-être il y a un slide qui montrait un petit peu un panorama sur les, on va dire, les différents composants d'une solution omnicanal. Et je vous rejoins sur le fait de l'accompagnement des clients en fait doit partir du besoin, des process et non pas des outils. Ici sur ce slide, bien sûr, là j'interviens pour vous montrer un petit peu le panorama d'une solution omnicanal et les différents composants qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui. Donc là, vous avez bien sûr ce que je disais tout à l'heure, la partie contextualisation en amont. Vous avez toutes ces fonctionnalités de distribution, de priorisation des interactions, soit vers des bots, soit vers des humains, bien sûr, mais classiquement, pourquoi privilégier un bot si vous avez un humain disponible? Donc ça, c'est un sujet qu'on retrouve assez régulièrement. On va mettre un bot en amont alors qu'on a des gens dans les CRC qui attendent du flux. Et puis sur la partie droite, un point très important, et je vous rejoins aussi, c'est tous les outils au service du collaborateur, de l'humain. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est cette présentation et cette vision 360 de l'ensemble du parcours client. La possibilité aussi maintenant dans les outils omnicanaux de pouvoir faire du blending d'interaction, donc de pouvoir traiter un appel et un email par exemple, et donc de prioriser l'appel sur l'email si on considère qu'il est prioritaire. Je passe rapidement. Un sujet aussi sur lequel qu'on néglige peut-être parfois dans certaines mises en place, c'est la partie ressources humaines, donc planification, c'est mettre les bons conseillers au bon moment en face des flux. Et souvent on réfléchit outils, on réfléchit canaux, et on ne réfléchit pas forcément mais qui va traiter ces flux, à quel moment, au bon moment. Donc là, c'est tous les outils de planification, de suivi de compétences, de mesure de la compétence des collaborateurs. Donc on peut mesurer, comme l'indiqué sur le slide, la satisfaction des clients. Ça, il y a beaucoup de gens qui le font. On peut aussi, bien sûr, faire un suivi de compétences par des QCM. Il y a tout un ensemble d'outils qui sont parfois embarqués dans les solutions omnicanal pour, je dirais, faire passer des QCM aux collaborateurs pour vérifier leur niveau de maîtrise, peut-être du Thermomix par exemple, je ne sais pas, ça devient parfois assez complexe, donc il y a un certain nombre de fonctionnalités assez riches. Voilà, donc moi, mon propos là, c'est de dire il y a plein de solutions, il y a plein de capacités maintenant dans les solutions modernes comme celle de Genesis par exemple, qui est sponsor de l'événement, mais pensons effectivement choix des canaux, pas forcément ouvrir tous les canaux comme vous le disiez, bien contextualiser l'ensemble des interactions, et puis bien aussi se concentrer sur la partie humaine, bien sûr le robot, hein, mais qui est aussi un des axes, mais aussi bien sûr développer l'ensemble des outils au service du collaborateur dans l'entreprise. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans les échanges qu'on a eus, c'était de se mettre à la place du client finalement. Et ce que tu disais, Guillaume, je ne vais pas ouvrir et mettre un chatbot. On entend beaucoup parler de chatbot. J'ai rien contre cet outil qui est tout à fait adapté dans certains cas de figure, mais ça l'est pas dans d'autres cas. Donc c'est pas, je vais mettre un chatbot parce que c'est à la mode et qu'on en entend beaucoup parler. Je vais mettre un chatbot parce que mon client, j'arrive pas à lui répondre sur certains créneaux horaires. Il utilise beaucoup le digital pour me contacter sur des choses simples et donc le chatbot sera adapté pour lui répondre. Il y a un sujet qui revient très régulièrement dans tout ce que vous dites et particulièrement Patrice, c'est la gestion de la donnée
qui est primordial dans l'analyse des parcours clients, à intégrer dans les outils pour pouvoir avoir toutes les infos au bon moment. Comment vous appréhendez la gestion des données chez Vorvec, par exemple, il y a beaucoup d'interactions clients. Comment vous gérez toutes ces données pour pouvoir améliorer le parcours ? Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui fait vraiment partie des dossiers sur lesquels on n'est pas encore complètement au point, notamment parce que les nouveaux parcours clients qu'on est en train de découvrir avec ces nouveaux parcours digitaux aujourd'hui, c'est de la donnée sur laquelle on rentre en fait les données de nos clients et de nos prospects dans un outil qui est plutôt dédié à de la prise de commande. Donc clairement, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler sur à la fois, il y a des nouveaux parcours clients et dans ces parcours clients, on a besoin de récolter de la data à l'entrée, mais aussi tout au long du parcours. Je vous donne un exemple, on pourrait imaginer que demain, des clients qui ont une appétence plutôt avec un régime vegan puissent être orientés tout de suite vers un conseiller qui aura le discours approprié à l'usage du Thermomix autour de recettes véganes. Aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on n'est pas au point, mais clairement, c'est là où on veut aller dans les prochains mois et années, parce que chez Vorwerk, il y a une base de données clients qui est quand même assez importante. Donc l'idée, c'est de voir aussi comment on peut bien garder cet historique et le faire fructifier avec de la data entrante en additionnel, tant sur nos clients, mais aussi que sur nos conseillers, parce que l'idée, c'est de créer le meilleur match possible, en fait. Et au Puy du Fou, donc là aussi, vous devez avoir un certain nombre de données à gérer avec l'affluence que vous avez et qui est en forte hausse. Comment vous gérez ces données ? En fait, on va mettre en place une équipe projet. La réunion commence demain sur la stratégie data. Le Puy du Fou n'a pas encore mis en place sa stratégie data. En tout cas, une stratégie que moi je veux mettre en place où il y a une vraie réflexion. On lance pas un CRM ou une DMP ou une DSP en 6 mois. Hein. Les gens qui vous disent ça demain, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire leur stratégie data. Pour moi, il y a 4 étapes. Il y a collecter, mais ça, tout le monde est capable de faire. Le problème, c'est qu'on oublie les 3 autres. C'est structurer. Alors là, déjà, on rigole moins. Et après, c'est utiliser. Alors là, on ne se pose même pas la question de pourquoi je vais utiliser. Et sécuriser. Et la mauvaise démarche, c'est de dire je collecte, j'ai une base de données, mais on n'a pas pensé à quoi ça va servir et comment on va l'utiliser. Donc moi, je veux déjà qu'on ait ce débat en interne avec les équipes pour voir comment demain on va utiliser cette data au service des visiteurs et du parc et de la marque. Et donc voilà, là on est dans une phase d'audit pour après structurer. C'est facile de collecter. Hein. Tous les DSI vont vous dire que c'est facile. Enfin, c'est pas ça le problème. Ça, c'est très facile. C'est tout le reste qui est hyper important et du coup, ça prend du temps. Moi, je me suis mis une vision à 1 an et demi, 2 ans pour avoir une vraie stratégie, mais aussi sur l'achat média, par exemple. On pense toujours à la collecte, mais demain, si vous collectez l'achat média en faisant vos pubs sur Facebook, même à la télé, etc., vous allez pouvoir mieux dépenser votre argent en achat média parce que vous aurez fait des lookalikes, vous aurez compris qui sont ceux qui ont déjà acheté et comment aller chercher les autres. Donc c'est assez global comme sujet, ça va même jusqu'aux ressources humaines, les gens qu'on veut aller recruter, etc. Donc c'est un vrai débat où il est important de mettre tout le monde autour de la table au début, et c'est pas que de la collecte du visiteur, quoi. Voilà. Donc il y a aussi, comme pour les outils, la question du sens avant de se lancer dans des projets. À quoi ça sert ? Une bonne question à se poser. Si on revient sur notre thème des outils, de l'intelligence artificielle au service des émotions et de la donnée, Patrice, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur des outils qui permettent justement d'appréhender les émotions grâce à la donnée. On parlait un petit peu de contextualisation tout à l'heure. Qu'est-ce que les outils peuvent faire pour mesurer l'émotion en quelque sorte? Alors je vais m'appuyer sur... j'ai quelques slides. On va démarrer par ce cas client d'abord, qui est un exemple d'un client qui
a mis en place une stratégie sur plusieurs années, donc un peu comme vous voulez le faire au Puy du Fou. Ils se sont vraiment posés, ils ont réfléchi à la manière de gérer la relation client. En fait, ils sont partis donc c'est un client qui fait du B2B et du B2C, et qui en fait s'est rendu compte qu'ils avaient un certain nombre de problématiques de traitement des flux. Il y avait énormément de rebonds ils avaient organisé leur CRC avec un niveau 1 et ensuite ils avaient des services de traitement des demandes et c'était beaucoup de ping-pong entre les services de back-office et le front-office qui répondaient aux clients. Et donc ils ont mené une étude sur l'année dernière pour essayer de définir un plan d'action sur plusieurs années avec, donc là j'ai noté les actions principales qu'ils ont décidé d'engager. La première action côté client, c'était d'améliorer la visibilité du client sur ses demandes. Donc en fait, un client qui sait où en est sa demande, il va certainement moins vous solliciter. Ou alors il va vous solliciter si vous ne traitez pas dans les délais que vous lui avez annoncés. Donc le premier axe de travail qu'ils ont lancé, c'est améliorer la visibilité du client sur ses demandes. Ensuite, mesurer la satisfaction. Et mesurer la satisfaction de manière fine, pas forcément uniquement par des questionnaires qui arrivent dans un service qualité, mais collecter la donnée de la satisfaction de manière individuelle et la mettre dans le processus de contextualisation. Comme ça, si la prochaine fois un client vous appelle, vous savez si la dernière fois que vous l'avez sondé, il a été content ou pas content. Et ça va permettre peut-être de router la distribution, de router la demande vers les bonnes équipes ou les profils seniors qui vont être à même de gérer la satisfaction. Ensuite, les autres actions, vous les voyez sur le slide, c'est développer le canal écrit. Alors c'était un client qui jusqu'à présent n'avait pas encore franchi on va dire le cap du canal écrit. Ils ne traitaient la relation client que par téléphone. Et donc là, ils ont choisi de développer ce canal. Et donc, ils réfléchissent à la manière dont ils vont le faire. Ils vont le faire de manière très progressive. Ils ne vont surtout pas ouvrir tout d'un coup. Ils vont certainement ouvrir le mail en premier. Et ensuite, ils vont donc consolider l'ensemble de ces canaux, donc que ce soit l'écrit, la voix qu'ils ont déjà aujourd'hui, dans un seul outil qui va gérer l'ensemble de ces flux. Ils vont également ouvrir un chatbot, mais ils vont l'ouvrir aussi uniquement, effectivement, en dehors des heures d'ouverture du CRC, et uniquement pour des demandes soit de qualification, soit de traitement des demandes simples. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris qu'on ne proposera pas le chatbot s'il y a un téléconseiller disponible. Le chatbot ne va pas être le frontal du site web, enfin du contact sur le site internet. Le chatbot va être, on va dire, caché. Et uniquement s'il n'y a pas de ressources humaines pour prendre la demande, on va proposer le chatbot si on ne peut pas faire autrement. Et ensuite, ils ont aussi donc, développé beaucoup d'actions autour des équipes. Là, j'insiste sur cet axe-là. Ils vont vraiment déployer la relation client dans l'ensemble de l'entreprise. Donc avant, ils avaient un CRC et puis des services qui traitaient les demandes. Ils vont déployer l'ensemble de ces outils dans l'ensemble de l'organisation, donc sur l'ensemble des postes. Donc ça va même jusqu'à des gens qui vont faire des factures, la comptabilité, des gens comme ça qui vont en fait être acteurs de la relation client. Alors ça va se faire progressivement, hein, ça ne va pas se faire en 6 mois. Mais du coup, ils vont pouvoir éviter tout ce phénomène de passe-plat où la compta répondait au front office qui répondait aux clients. Ils vont mettre en place ce qu'ils appellent une tour de contrôle. Donc en fait, ils vont avoir une équipe. Donc c'est là où je dis qu'ils changent l'organisation. Ils vont créer une équipe de pilotage de la relation client sous l'égide du DG. Un pilote, et ils vont appeler cette entité la tour de contrôle, qui va gérer à la fois les performances des flux et les performances des agents. Donc en fait une équipe très proche de la direction qui va coordonner et piloter l'ensemble de la performance de l'entreprise. Ils vont passer en mode push aussi au niveau du poste de travail. Donc en fait il n'y aura plus ce phénomène de je choisis ce que j'ai à faire ou ce que je veux faire, mais c'est le système, donc la plateforme unicanal qui, par rapport aux priorités fixées par les métiers, va distribuer le travail à effectuer. Voilà, donc là et puis ici un sujet aussi qu'on a vécu là pendant le Covid et le confinement, c'est la possibilité aussi de proposer aux téléconseillers d'être acteurs de leur planning, parce qu'en fait avec le confinement on s'est rendu compte que
on a énormément de contraintes personnelles quand on a des jeunes enfants ou quand on a le conjoint à domicile ou quand on n'a pas de place pour travailler. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait, à travers des outils de planification, proposer aux gens de s'inscrire sur des créneaux horaires pour travailler. Donc, et ne plus subir son planning, mais d'être acteur de son planning. Moi, c'est mon mari qui s'occupe des enfants l'après-midi, donc moi le matin, je vais travailler et je vais me proposer pour travailler ou inversement. C'est intéressant et du coup je vais conclure là-dessus avant les questions, c'est que dès qu'on a parlé ensemble d'outils, de digitalisation, on finit toujours par parler d'humain, d'accompagnement des équipes, de relations humaines. Et la conclusion qu'on a partagée tous ensemble, c'est que le digital et l'intelligence artificielle, pour qu'ils soient au service des émotions, ils doivent être au service des équipes et des humains. Alors on a une première question pour Guillaume. Le Puy du Fou au sommet de la satisfaction. Bravo. N'est-ce pas au bout d'un moment limitant? Avez-vous toujours des idées? Ah, vous inquiétez pas, les idées, on en a plein. Merci pour être au sommet de la satisfaction. Oui, c'est vrai, je crois qu'on a une note de 4,8 sur 5 sur TripAdvisor, mais c'est sur les spectacles, comme je l'expliquais avant. Des idées, on en a plein. La satisfaction, elle doit être de A à Z, du début à la fin. Donc, on travaille énormément sur l'amont et l'après, comme je l'ai déjà dit. Sur le site internet, je pense qu'il y a encore beaucoup d'optimisation à faire. Le tunnel de vente en ligne n'est pas toujours fluide. On doit proposer d'autres services sur le transport, sur la réassurance. Je pense qu'on peut aussi réfléchir à demain que le Puy du Fou puisse devenir une marque d'entertainment, c'est-à-dire qu'on vende aussi, ce qui a énormément bien marché par exemple pendant le Covid, c'est des concours de danse, mais les danses des spectacles. Donc on se dit demain, mettre à disposition nos danseurs, apprendre à faire une cascade, etc. Ça pourrait être hyper intéressant. Donc voilà, pour penser à la satisfaction en dehors du parc. Alors une autre question pour le Puy du Fou sur la collecte et la centralisation. Tu as apporté un début de réponse tout à l'heure en parlant de la refonte de l'application. Est-ce que vous avez d'autres canaux de réception de ces demandes? Alors, oui. Moi, je travaille avec une entreprise qui s'appelle CX Lab, qui travaille sur les parcours utilisateurs. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une méthode, mais ils vous forment aussi. Donc, j'ai eu la chance d'être formé. Et du coup, ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on a interviewé des gens qui sont venus sur le parc. Les 2 plus grands parcours utilisateurs au Puy du Fou, c'est une journée avec un pique-nique ou 2 jours avec une nuit à l'hôtel. Donc du coup, on a choisi des visiteurs, on leur a demandé si ça les intéressait, on les a fait venir. Et puis après, il y a une méthode qui permet justement de faire ces parcours, de comprendre les pain points. Parce que souvent, ce qui est très drôle quand vous faites cet exercice-là, je vous invite à le faire, ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est qu'en interne, on pense que tout va bien, quoi. Et donc ce qui est très intéressant, c'est faire le parcours utilisateur du regard des gens de l'entreprise et le comparer avec le parcours utilisateur des vrais visiteurs. Et souvent, c'est là que vous voyez encore plus les dysfonctionnements et donc les pain points. Voilà. Merci Guillaume. Une question alors peut-être pour Clara sur la démonstration digitale et comment recréer la proximité avec le client. Alors, 2 réponses. La première, c'est que c'est aussi un énorme avantage pour le client, notamment pour des clients qui n'ont pas du tout envie de contraindre des amis à venir à une démonstration, d'avoir un conseiller à la maison et de ne pas savoir finalement à la fin comment s'en dépatouiller s'ils ne veulent pas acheter. Et puis aussi, on a plein de clients qui, globalement, sont assez sûrs de leur choix avant d'acheter, n'ont pas besoin d'une démonstration et finalement veulent simplement acheter facilement sans avoir un conseiller à la maison qui vient pendant 1h30. Donc c'est un avantage aussi pour le client. Deuxième élément de réponse, la proximité avec le client, elle se fait notamment et d'autant plus dans ce qu'on vient de vivre au moment où le client reçoit son produit.
Nos produits sont techniques et globalement, un accompagnement par le conseiller au moment de la prise en main du produit, elle est essentielle. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement sur les premiers pas. Donc pour découvrir le produit et le prendre en main, clairement aujourd'hui, il y a une relation qui se crée ou se recrée au moment de la réception du produit entre le conseiller et le client. Merci Clara. Ça sera la dernière question. Quelle part d'intelligence artificielle dans les actions Vorwerk et l'application du Puy du Fou? Une réponse précise avec un pourcentage. Aujourd'hui, nous, l'intelligence artificielle, c'est un sujet sur lequel on est en train de découvrir et d'apprendre. Donc clairement, nous, l'humain, effectivement, qui était à conclusion de nos échanges, c'est vrai, reste au cœur de toutes nos actions et de nos problématiques. Les outils viennent en support. Donc l'intelligence artificielle, on en est aux prémices chez Vorwerk en France. Alors, sur l'application, je vous invite à la télécharger en avril 2021, comme ça vous verrez la part d'intelligence artificielle. Il y en aura, concrètement, je pense que c'est 10%, ça sera peut-être 10%. On est vraiment en train de construire le truc. Parce que pour moi, avant l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence humaine et c'est ça qui va nous guider, de savoir si je peux pas... si l'humain ne peut pas faire le truc, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être utile? Moi, je dis souvent à mes équipes, quand il y a un consommateur ou un visiteur qui vous appelle, vous avez deux choses à faire. La première, c'est quelle est son émotion? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il est si... Voilà. C'est la première question que vous devez vous poser. Et il faut remettre l'émotion du visiteur à un niveau neutre pour pouvoir commencer à répondre à sa question. Et la deuxième question, c'est quel est exactement le problème? Parce que quand on est triste ou en colère, on ne va pas bien expliquer notre problème, donc forcément on n'aura pas la bonne solution. Et ça, l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Mais c'est les deux choses qu'on va faire. L'application, on va essayer de la tourner comme ça, plutôt servicielle le jour de votre venue sur le parc. Et oui, il y en aura un petit peu pour la personnalisation des parcours utilisateurs. Parce qu'on ne visite pas le Puy du Fou si on est avec nos 2 enfants, que si on est entre potes. Et donc, du coup, je pense qu'on peut proposer des choses assez intelligentes sur la spécificité de votre visite sur le parc. Très bien, il me reste à vous remercier beaucoup d'avoir participé à cette conférence. J'espère que vous avez pu retirer des clés pour mettre le digital et l'intelligence artificielle dans vos organisations au service de l'émotion. Je vous souhaite un très bon salon.